Je n'arrive plus à monter les escaliers. » Les mots sortirent dans un murmure rauque de la gorge de Marc alors qu'il s'appuyait contre le montant de ma porte. Il était 2h20 du matin lorsque j'ai ouvert la porte et trouvé mon frère jumeau dans un état que je n'oublierai jamais. Sa jambe droite était pliée dans un angle étrange, clairement fracturé, et son pantalon de costume déchiré révélait des ecchymoses violettes qui s'étendaient du genou à la cheville. Mais il n'y avait pas que sa jambe. Son visage, qui était le reflet du mien, était enflé du côté gauche, avec une profonde entaille au-dessus du sourcil qui saignait encore. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable lorsqu'il a essayé de s'appuyer contre le mur. « Marc, mon Dieu, que s'est-il passé ?» lui ai-je demandé en le tirant à l'intérieur de l'appartement et en refermant rapidement la porte derrière nous. Il a simplement secoué la tête, les larmes mêlées de sang coulant sur son visage. Je n'avais jamais vu mon frère pleurer. Même pas lorsque notre père est décédé il y a 5 ans. Je m'appelle Jake, j'ai 32 ans, et je venais de voir mon frère jumeau plus détruit que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Pas seulement physiquement. Quelque chose dans ses yeux s'était éteint, comme une lumière qui ne brillerait plus jamais de la même façon. J'ai aidé Marc à s'asseoir prudemment sur le canapé, remarquant qu'il grimaçait à chaque mouvement. « Je dois t'emmener à l'hôpital », ai-je dit en prenant les clés de la voiture. « Non. » Sa voix était plus forte cette fois. « Je ne peux pas. » Il a dit que si je cherchais de l'aide médicale, si j'en parlais à quelqu'un. « Qui, Marc? Qui t'a fait ça ?» Marc a regardé ses mains blessées avant de murmurer un seul mot qui m'a glacé le sang. « Morrison. » Richard Morrison. Le patron de Marc dans l'entreprise de construction. J'avais déjà entendu ce nom plusieurs fois au cours des derniers mois, toujours accompagné d'histoires sur la pression au travail et les exigences impossibles. Mais ça allait bien au-delà de la pression professionnelle. Il m'a surpris en train de remettre en question certaines irrégularités dans les travaux, a poursuivi Marc, la voix brisée. Des matériaux qui n'arrivaient pas, des comptes qui ne tombaient pas justes. Il a dit que j'étais un employé ingrat et que je devais apprendre ma place. Pendant que Marc parlait, des fragments de conversations précédentes ont commencé à prendre tout leur sens. Les changements subtils dans son comportement. Comment il avait commencé à travailler plus tard, toujours nerveux lorsque le téléphone sonnait. La façon dont il avait cessé de parler de ses projets avec enthousiasme. Morrison m'a convoqué à une réunion privée sur le chantier après le travail, a poursuivi Marc. Il a dit qu'il voulait régler les choses entre hommes. Quand je suis arrivé, il n'y avait personne d'autre. Ma mâchoire s'est crispée involontairement. En tant qu'instructeur d'autodéfense, je reconnaissais les signes d'abus systématiques quand je les voyais. Marc n'avait pas seulement été battu. Il avait été brisé psychologiquement pendant des mois. D'abord, il a crié à propos du respect et de la loyauté. Puis est venu le premier coup. Quand j'ai essayé de me défendre, il a pris un morceau de bois et... Marc a touché sa jambe blessée. Il a dit que la prochaine fois serait pire. Que je lui appartenais désormais et que si j'essayais de quitter l'entreprise ou d'en parler à quelqu'un, il ferait en sorte que je ne puisse plus jamais travailler dans le bâtiment. Je me suis assis sur la table basse en face de lui, assimilant chaque mot. Morrison avait choisi la mauvaise cible. Marc avait toujours été le plus gentil de nous deux, celui qui voyait le bon côté des gens, qui croyait que tout le monde méritait une seconde chance. J'étais différent. « Marc, dis-je calmement, tu vas rester ici cette nuit. On va soigner tes blessures et demain, on réglera ça. Tu ne comprends pas, Jake. Il a du pouvoir, des relations, des contrats avec la moitié de la ville. Personne ne me croira contre lui. » Je souris pour la première fois depuis que j'avais ouvert cette porte. Ce n'était pas un sourire joyeux. Il ne sait pas qu'il a choisi la mauvaise famille à terroriser. Marc me regarda d'un air perplexe, mais pendant que j'appliquais de la glace sur ses blessures, mon esprit avait déjà 3 longueurs d'avance. Nous sommes des jumeaux identiques. Même notre mère nous confondait parfois quand nous étions enfants. Si vous aimez cette histoire de frères et que vous voulez découvrir comment quelqu'un peut utiliser cette ressemblance pour rendre justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pendant que Marc dormait agité sur mon canapé, j'ai repassé dans ma tête toutes les conversations que nous avions eues au cours des 6 derniers mois. Les signes étaient là, masqués par un dévouement professionnel. Les changements progressifs que j'avais attribués à son évolution professionnelle étaient en fait des preuves d'une manipulation systématique. Je me suis souvenu de la première fois où j'avais entendu le nom de Richard Morrison. Marc venait d'être promu superviseur des travaux chez Morrison Construction, l'une des plus grandes entreprises de construction de la région. C'est un type exigeant, mais juste, m'avait dit Marc avec enthousiasme. Il voit du potentiel en moi. Quel idiote j'ai été de ne pas poser plus de questions. Morrison avait 53 ans et avait bâti un empire immobilier grâce à un mélange de charme public et de cruauté privée. Issu d'une famille traditionnelle de la ville, il avait hérité de l'entreprise de son père et l'avait développée de manière agressive,
trouvant toujours des moyens de réduire les coûts et de maximiser les profits, quel que soit l'impact humain. Mark m'a expliqué, entre larmes et pauses douloureuses, comment tout avait commencé. Morrison l'avait choisi comme « protégé » dès la première semaine. Appels spéciaux au bureau, projets importants, compliments sur le fait d'avoir l'état d'esprit nécessaire pour réussir. Mark se sentait spécial, enfin reconnu pour son talent. La manipulation a commencé subtilement. Mark, tu as le potentiel pour atteindre le sommet de cette entreprise, mais tu dois faire preuve d'un dévouement total, disait Morrison. Les hommes qui réussissent font des sacrifices que les autres ne sont pas prêts à faire. Les sacrifices ont commencé modestement. Travailler le week-end. Annuler des projets personnels pour répondre à des urgences qui, mystérieusement, surgissaient toujours lorsque Mark avait un engagement important. Morrison avait toujours une justification. C'est ainsi qu'on bâtit un empire, mon garçon. D'abord le travail, ensuite le plaisir. Il me donnait l'impression d'être l'élu, a avoué Mark le lendemain matin, tandis que je l'aidais à prendre sa douche avec précaution pour ne pas aggraver sa blessure à la jambe. Comme si j'étais spécial, différent des autres employés. Mais cette spécialité avait un prix. Morrison a commencé à isoler Mark de ses autres collègues. « Tu es à un autre niveau maintenant », disait-il. « Tu ne peux pas te mélanger avec ces losers qui n'ont aucune ambition. » Mark a cessé de déjeuner avec ses collègues, a cessé de participer aux réunions entre collègues, toujours occupé par une tâche spéciale que Morrison lui avait réservée exclusivement. Le contrôle s'est progressivement intensifié. Morrison a installé une application sur le téléphone de Mark pour la coordination des projets, mais qui en réalité suivait sa localisation 24 heures sur 24. C'est pour des raisons de sécurité, expliquait Morrison. Si quelque chose se passe sur les chantiers, je dois savoir où se trouvent mes superviseurs. Morrison a commencé à décider quand Mark pouvait sortir déjeuner, avec qui il pouvait parler, et même quels vêtements il devait porter au travail. L'image est primordiale dans ce secteur, répétait-il. Vous représentez l'entreprise désormais. Les premières agressions physiques ont été déguisées en corrections motivantes. Une poussée lorsque Mark remettait en question un ordre. Une forte pression sur le bras lorsque Morrison voulait insister sur un point. C'est ainsi que les vrais hommes règlent les choses, disait Morrison. Sans pleurnicher, droit au but. Mark m'a parlé du système de punition que Morrison avait mis en place. Les erreurs mineures entraînaient des heures supplémentaires non rémunérées. Remettre en question des procédures douteuses conduisait à une humiliation publique devant les autres employés. Et la résistance? La résistance conduisait à des violences physiques, toujours à la fin de la journée de travail, toujours lorsqu'il n'y avait pas de témoin. Il m'a convaincu que je le méritais, murmura Mark en touchant le pansement sur son visage. Il disait que j'étais faible, que j'avais besoin d'être formé, que ma réussite dépendait de ma capacité à accepter les critiques constructives. Mais ce qui m'a le plus mis en colère, c'est de découvrir que Morrison n'abusait pas seulement psychologiquement et physiquement de mon frère. Il le volait aussi. Mark a révélé que Morrison avait restructuré sa rémunération. Au lieu d'un salaire direct, il recevait désormais une allocation contrôlée par Morrison, qui prétendait lui enseigner la discipline financière. Le reste du salaire de Mark était versé sur un compte géré par Morrison, soi-disant pour des investissements futurs. Il disait que j'étais trop immature pour gérer mon argent tout seul, a expliqué Mark. Que les hommes qui réussissent doivent apprendre à privilégier les besoins plutôt que les envies. Morrison maintenait Mark dans un état d'anxiété financière constant, contrôlant chaque centime, décidant quand il pouvait acheter de la nourriture, de l'essence ou tout autre produit de première nécessité. C'était une forme de dépendance forcée qui garantissait que Mark n'aurait jamais les moyens de quitter son emploi ou de demander de l'aide. L'incident d'hier avait commencé lorsque Mark avait découvert des irrégularités dans les feuilles de calcul des matériaux. Des quantités qui ne correspondaient pas, des fournisseurs fantômes, des coûts gonflés qui suggéraient un blanchiment d'argent ou une fraude. En tant que comptable diplômé, Mark avait immédiatement reconnu ces schémas. Quand il a fait part de ses préoccupations à Morrison, s'attendant à être félicité pour sa diligence, il a reçu le contraire. Morrison a explosé de rage, accusant Mark d'être ingrat, de remettre en question son leadership, de ne pas comprendre comment les affaires fonctionnent réellement. « Tu penses pouvoir enquêter sur moi ?» avait crié Morrison. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu viens me questionner comme si tu étais mon égal. » La raclée qui a suivi n'était pas impulsive. Elle était calculée, méthodique, conçue pour briser Mark non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Morrison a utilisé un morceau de bois pour briser la jambe de Mark, s'assurant ainsi qu'il aurait un rappel physique permanent de qui avait le contrôle. « Tu m'appartiens », a déclaré Morrison tandis que Mark se tordait de douleur sur le sol du chantier vide. « Je t'ai créé,
Je peux te détruire. Si tu essaies de me dénoncer, si tu essaies de t'enfuir, je ferai en sorte que tu ne travailles plus jamais dans le bâtiment. Et si cela ne suffit pas, je ferai en sorte que tu ne travailles plus jamais nulle part. Alors que j'écoutais chaque horrible détail, une chose était claire. Richard Morrison n'était pas seulement un patron abusif. C'était un prédateur systématique qui avait identifié Mark comme la proie parfaite. Quelqu'un de gentil, de confiant, désireux de prouver sa valeur. Exactement le genre de personne que Morrison savait comment briser et contrôler. Mais Morrison avait commis une erreur fondamentale. Il avait supposé que Mark était orphelin, sans famille, sans protection. Il ne savait rien de moi. Pendant que Mark pouvait enfin se reposer, sous l'effet des analgésiques que j'avais achetés à la pharmacie ouverte 24 heures sur 24, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai commencé à dresser une liste. Pas une liste de vengeance émotionnelle, mais un inventaire méticuleux de tout ce que Morrison avait fait, de tout ce qu'il avait à perdre, et de la manière exacte dont je pourrais utiliser notre ressemblance physique pour renverser la situation. Morrison avait passé 2 ans à briser systématiquement le moral de mon frère. Demain, il découvrirait ce qui se passait quand on essayait de briser quelqu'un qui ne se brisait pas. La différence entre Mark et moi n'était pas une question de caractère, mais d'éducation. Mark voyait le meilleur chez les gens et croyait aux secondes chances. J'enseignais aux gens à se défendre contre les prédateurs comme Morrison. Et les prédateurs commettaient toujours la même erreur. Ils supposaient que leur victime resterait isolée pour toujours. Le lendemain matin, le téléphone de Mark a commencé à sonner à 6h45. Morrison est apparu à l'écran, et j'ai senti mon frère paniquer instantanément. Ses mains tremblaient tellement qu'il a failli faire tomber le téléphone. « Ne réponds pas », ai-je dit, mais Mark était déjà en train de glisser son doigt pour accepter l'appel. « Bonjour, monsieur Morrison », a dit Mark d'une petite voix effrayée. Même de l'autre côté de la pièce, je pouvais entendre la voix rauque de Morrison à travers le haut-parleur. « Mark, j'espère que tu as réfléchi à notre conversation d'hier. J'ai besoin que tu viennes travailler aujourd'hui. Nous avons une inspection municipale sur le chantier de Oak Street et vous êtes le seul à connaître tous les détails du projet. » Mark regarda sa jambe plâtrée, les ecchymoses sur son visage, les bandages qui recouvraient ses bras. « Monsieur, le médecin a dit que j'avais besoin d'au moins une semaine de repos. » Mark. La voix de Morrison devint dangereusement basse. « Tu remets en question l'importance de ton travail? Après tout ce que j'ai investi en toi ?» Je pris le téléphone des mains de mon frère avant qu'il n'ait le temps de répondre. Il ne travaillera pas aujourd'hui. Ni demain. Ni tant qu'il ne sera pas complètement rétabli. Silence à l'autre bout du fil. Puis un rire froid. Et qui es-tu, toi? Quelqu'un qui n'a pas peur de vous. Morrison raccrocha immédiatement. Mark me regarda avec une horreur absolue. Jake, vous ne comprenez pas ce que vous venez de faire. Il va me licencier. Il va détruire ma carrière. Il va faire exactement ce qu'il faisait déjà, l'interrompis-je. Mark, vous devez comprendre une chose. Les hommes comme Morrison ne s'arrêtent pas. Ils ne font qu'empirer. J'ai passé la matinée à discuter avec Mark des autres employés de Morrison Construction. J'ai découvert que je n'étais pas le premier à souffrir entre les mains de ce patron. Tom Bradley, un ingénieur de 45 ans, avait été licencié le mois précédent après avoir remis en question la qualité des matériaux utilisés dans un projet résidentiel. Mais avant son licenciement, Mark m'a parlé des « accidents » dont Tom avait été victime sur le chantier. Une poutre qui lui est presque tombée sur la tête. Des outils qui disparaissaient mystérieusement, obligeant Tom à les racheter de sa poche. Lisa Chen, une architecte talentueuse, a demandé à être mutée dans un autre service après que Morrison ait commencé à faire des commentaires sur son apparence et à créer des situations où elle se retrouvait seule avec lui dans des bureaux fermés. Combien de personnes a-t-il déjà blessé, Mark? Mon frère est resté silencieux pendant un long moment. Beaucoup. Mais qui nous croira contre lui? Morrison est respecté dans la ville. Il a des contrats avec la municipalité, il connaît personnellement le maire. Nous ne sommes que des employés jetables. C'est alors que j'ai pris ma décision finale. J'ai appelé ma salle de sport et annulé tous mes cours de la semaine. J'ai dit à mon associé, Carlos, que j'avais une urgence familiale. Ce n'était pas un mensonge. Pendant que Mark se reposait sur le canapé, j'ai conduit jusqu'à Morrison Construction. Le chantier de Oak Street était en pleine effervescence, des hommes casqués travaillaient sous un soleil de plomb. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai observé. Morrison est arrivé à 9h30 dans une BMW noire rutilante. Il est sorti de la voiture comme s'il était le maître du monde, criant des ordres avant même de mettre les pieds sur le chantier. J'ai observé les ouvriers se recroqueviller à son approche, évitant tout contact visuel direct. À 10h15,
J'ai vu quelque chose qui m'a fait bouillir le sang. Morrison a poussé un jeune ouvrier, qui ne devait pas avoir plus de 20 ans, pour avoir accidentellement renversé un pot de peinture. Le garçon s'est excusé à plusieurs reprises, mais Morrison a continué à crier, l'humiliant devant tous les autres employés. Finalement, Morrison a pris une poignée de peinture sur le sol et l'a frottée sur la chemise du garçon. Comme ça, tu n'oublieras pas de faire attention la prochaine fois. À ce moment-là, j'ai compris que Mark n'était pas un cas isolé. Morrison était un prédateur en série qui choisissait systématiquement des proies vulnérables. Je suis rentré chez moi avec un plan en tête. Mark, ai-je dit en m'asseyant en face de lui. J'ai besoin de tout savoir sur ton travail. Chaque détail. Comment tu t'habilles, comment tu parles à Morrison, quels horaires tu suis, quels projets tu supervises. Pourquoi? Parce que demain, Morrison va recevoir la visite de Mark Thompson. Mais ce ne sera pas toi. Mon frère m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Jake, c'est de la folie. Même si nous sommes des jumeaux identiques, il existe des différences subtiles. La façon dont nous marchons, parlons, nos gestes inconscients. Morrison me côtoie depuis 2 ans. Il s'en rendra compte. Pas si je suis suffisamment convaincant. J'ai passé le reste de la journée à étudier Mark. Pas seulement son apparence, qui était déjà identique à la mienne, mais aussi ses manières. La façon dont il baissait légèrement la tête lorsqu'il parlait à des figures d'autorité. La façon dont ses épaules se courbaient inconsciemment lorsqu'il était nerveux. La façon particulière dont il tenait ses stylos, tapait sur son clavier, et même respirait lorsqu'il était tendu. Mark m'a informé des projets actuels de l'entreprise. L'immeuble résidentiel sur la 5e avenue, le complexe commercial près du centre commercial, la rénovation de la bibliothèque municipale. J'ai mémorisé chaque détail technique, chaque délai, chaque spécification que Morrison pourrait remettre en question. Il a des manies particulières, m'a expliqué Mark. Il aime que les rapports soient imprimés sur du papier à en-tête officielle, il n'accepte jamais les brouillons. Le café doit être à la bonne température à 9 heures du matin. Si vous arrivez une minute en retard, il considère cela comme un manque de respect. À 7 heures du soir, le téléphone de Mark a de nouveau sonné. Morrison. Cette fois, je ne l'ai pas laissé répondre. Bonsoir, monsieur Morrison, ai-je répondu, imitant parfaitement le ton soumis que Mark utilisait. Mark, j'espère que vous avez reconsidéré votre attitude de ce matin. Qui était cet homme qui m'a parlé? Mon frère, monsieur. Il était inquiet pour mes blessures et a parlé sans réfléchir. Je vous présente mes excuses. Des blessures. La voix de Morrison est devenue froide. Vous vous êtes blessé dans le champ hier parce que vous n'avez pas prêté attention aux consignes de sécurité. Ce ne sont pas des blessures, c'est la conséquence de votre propre négligence. Je pris une profonde inspiration, contrôlant ma colère. Vous avez raison, monsieur. C'était ma faute. Je veux vous voir dans mon bureau demain à 8 heures. Nous devons discuter de votre dévouement professionnel et du fait que vous laissiez des membres de votre famille interférer dans votre travail. Je serai là, monsieur Morrison. Lorsque je raccrochai, Mark me regardait avec un mélange d'admiration et de terreur. Tu vas vraiment le faire. Non seulement je vais le faire, dis-je, mais je vais m'assurer que Morrison paie pour chaque moment de terreur qu'il a causé. À toi et à tous les autres employés qu'il a terrorisés. Ce soir-là, alors que Mark parvenait enfin à dormir sans cauchemar pour la première fois depuis des mois, je m'assis à la table de la cuisine et planifiai chaque détail de ce qui allait se passer le lendemain. Morrison pensait avoir complètement brisé mon frère. Demain, il découvrirait qu'il avait choisi la mauvaise famille à tourmenter. Car à 8 heures du matin, Mark Thompson se présenterait au bureau à l'heure. Mais ce serait moi, vêtu de sa peau, portant son identité, et armé d'une chose à laquelle Morrison ne s'attendrait jamais, la capacité de riposter. Et quand j'en aurais fini avec lui, Richard Morrison apprendrait qu'il y a des conséquences pour ceux qui bâtissent des empires sur la souffrance d'innocents. Le jeu ne faisait que commencer. Les préparatifs ont commencé à 5 heures du matin. Mark dormait profondément à cause des analgésiques. J'ai donc eu 3 heures de silence total pour étudier chaque détail de sa vie professionnelle. J'ai d'abord passé en revue tous les emails professionnels sur son téléphone des 6 derniers mois. Morrison avait un mode de communication spécifique que je devais parfaitement comprendre. Il envoyait toujours ses instructions à 6h30 du matin, attendant des réponses dans un délai maximum de 15 minutes. Les messages étaient rédigés sur un ton autoritaire, mais Mark répondait toujours avec une soumission totale. « Bonjour, monsieur Morrison. »« Compris. Je m'en occupe immédiatement. »« Oui, monsieur. Je m'excuse pour le retard. »« Merci pour vos conseils, monsieur Morrison. Cela ne se reproduira plus. »
Chaque réponse de Marc était un exercice d'autodégradation qui me faisait serrer les poings. Mais désormais, ces réponses seraient ma couverture parfaite. À 7 heures du matin, le téléphone a sonné. Morrison, ponctuel comme toujours. Marc, j'espère que vous avez profité de la nuit pour réfléchir au comportement approprié à adopter sur le lieu de travail, dit-il d'une voix empreinte d'une fausse autorité. Je pris une profonde inspiration, endossant complètement la personnalité de mon frère. Oui, monsieur Morrison. Je vous présente mes sincères excuses pour le comportement de mon frère hier. Il était tout à fait inapproprié. Au moins, vous le reconnaissez. Être entouré de personnes qui ne comprennent pas l'importance de votre travail peut nuire à votre carrière. Marc. J'espère que vous le comprenez. Je comprends parfaitement, monsieur. Ma famille ne comprend pas les exigences de notre secteur. Il y eut une pause satisfaite de l'autre côté. Morrison adorait quand il parvenait à isoler ses victimes de leur système de soutien. Très bien. Aujourd'hui, à 8 heures du matin, je vous veux sur le chantier de Oak Street. Nous avons une inspection municipale à 9 heures, et vous devez vous assurer que tous les documents sont en parfait état. Toute erreur sera considérée comme une négligence professionnelle. Je serai là, monsieur Morrison. Quand j'ai raccroché, Marc m'observait depuis la porte de la cuisine, appuyé sur des béquilles improvisées. Vous allez vraiment le faire, dit-il, plus comme une constatation qu'une question. Je vais faire bien plus que ça. J'ai passé les 2 heures suivantes à étudier les plans architecturaux que Marc avait sur son ordinateur portable. Le bâtiment résidentiel de la 5e avenue était en phase de finition. Le complexe commercial près du centre commercial avait des problèmes de fondation que Morrison avait décidé de résoudre en utilisant des matériaux moins chers que ceux spécifiés dans le projet initial. La bibliothèque municipale présentait des irrégularités dans les calculs structurels qui pouvaient compromettre la sécurité du bâtiment. C'était pire que ce que j'avais imaginé. Morrison ne se contentait pas d'abuser de ses employés, il mettait des vies en danger pour maximiser ses profits. Marc, dis-je en lui montrant les documents sur mon ordinateur portable, ces modifications non autorisées des matériaux de construction. Saviez-vous qu'elles enfreignent les codes de sécurité municipaux? Mon frère évita mon regard. Morrison a dit qu'il s'agissait d'ajustements techniques nécessaires en raison de changements dans le budget. Que je n'avais pas assez d'expérience pour remettre en question les décisions techniques. Ce ne sont pas des décisions techniques. Ce sont des crimes. Si l'un de ces bâtiments s'effondre, des gens pourraient mourir. C'est alors que j'ai compris que ma mission n'était pas seulement de protéger Marc ou de me venger de Morrison. Il s'agissait d'empêcher un criminel de continuer à opérer librement dans notre ville. À 7h45, j'ai enfilé les vêtements de travail de Marc. Un pantalon kaki, une chemise bleu clair, un casque et un gilet de sécurité. Dans le miroir, la transformation était effrayante. Même moi, j'avais du mal à distinguer où finissait Jake et où commençait Marc. Mais ce n'était pas seulement l'apparence. J'ai passé 30 minutes à m'entraîner à adopter la posture de Marc. Les épaules légèrement voûtées, la tendance à baisser les yeux quand il parlait, la façon hésitante de gesticuler quand il expliquait quelque chose de technique. Marc m'observait avec un mélange de fascination et d'horreur. « C'est comme voir un fantôme », murmura-t-il. « C'est exactement le but. » Le premier obstacle est apparu lorsque je suis arrivé sur le chantier. Morrison discutait avec un homme en costume que je ne reconnaissais pas, quelqu'un de clairement important vu la déférence avec laquelle Morrison s'adressait à lui. « Marc !» cria Morrison en me voyant, « venez ici immédiatement. » Je me dirigeai vers eux avec les pas prudents que Marc adoptait toujours en présence de Morrison. « Voici Mark Thompson, mon superviseur de chantier le plus fiable, » dit Morrison à l'homme en costume. « Marc, voici le conseiller municipal James Rodriguez. Il est ici pour l'inspection préalable. » Mon sang se glaça. Une inspection anticipée signifiait que Morrison avait été prévenu à l'avance, qu'il avait eu le temps de masquer les irrégularités. Plus important encore, cela signifiait qu'il avait quelqu'un au sein du gouvernement municipal qui couvrait ces opérations illégales. « Enchanté, conseiller », dis-je en lui tendant la main. Rodriguez m'a serré la main sans grand intérêt, clairement impatient d'en finir rapidement avec cette formalité. « Morrison m'a dit que vous aviez tous les documents de conformité en ordre », a déclaré Rodriguez. « Oui, monsieur. Tout est conforme aux spécifications approuvées. » ai-je menti, suivant le scénario prévu par Morrison. Mais tandis que nous marchions sur le chantier, j'ai remarqué quelque chose que Morrison ne s'attendait pas à ce que je remarque. Rodriguez n'inspectait en réalité rien du tout. Il se contentait de signer des formulaires pré-remplis, d'apposer son cachet sur des documents sans les lire, créant ainsi une fausse approbation pour des opérations qui violaient tous les codes de sécurité.
Il s'agissait d'une conspiration bien plus vaste que le simple abus de Morrison envers ses employés. Il s'agissait de corruption gouvernementale systémique. Si vous voulez découvrir comment quelqu'un peut utiliser cette information pour faire tomber non seulement un patron abusif, mais tout un réseau de corruption, continuez à regarder, car la stratégie que j'ai mise au point va bien au-delà de ce que Morrison imagine. À 9h45, Rodriguez a quitté le chantier avec un dossier rempli de fausses autorisations. Morrison était rayonnant, clairement satisfait du succès de l'opération. « Mark, dit-il en s'approchant de moi, vous vous en êtes bien sorti aujourd'hui. Vous avez montré que vous pouviez être discret quand il le fallait. Merci, monsieur Morrison. » Il posa sa main sur mon épaule, un geste qui, dans n'importe quel autre contexte, aurait semblé paternel, mais que je savais être possessif et intimidant. « Je veux que tu comprennes une chose très importante, » a-t-il poursuivi, sa voix prenant un ton plus sinistre. « Ce qui s'est passé ici aujourd'hui n'est jamais arrivé. Rodriguez n'a jamais été ici. Ces documents n'ont jamais été modifiés. Tu n'as rien vu d'autre que des travaux de construction normaux. C'est clair ? Parfaitement clair, monsieur. Très bien. Parce que les hommes qui savent garder leur bouche fermée ont un avenir dans cette entreprise. Les hommes qui parlent trop. Il serra mon épaule assez fort pour me faire mal. Eh bien, disons qu'il découvre que la construction peut être un secteur très dangereux. Ce n'était pas une métaphore. C'était une menace directe. À ce moment-là, en regardant Morrison sourire avec l'assurance de quelqu'un qui se croit intouchable, j'ai pris une décision qui allait complètement changer la portée de ma vengeance. Il ne suffisait pas de protéger Mark ou de dénoncer Morrison. Il fallait démanteler tout le système de corruption qui permettait à des prédateurs comme lui d'opérer en toute impunité. J'ai passé le reste de la journée à étudier chaque document, chaque contrat, chaque fausse autorisation que Morrison avait accumulée au fil des ans. J'ai découvert qu'il ne se contentait pas de construire des bâtiments avec des matériaux inadéquats, il détournait des fonds publics, soudoyait des fonctionnaires municipaux et menaçait toute personne qui remettait en question ses opérations. À 5 heures de l'après-midi, Morrison m'a convoqué à une réunion privée dans la caravane qui lui servait de bureau sur le chantier. « Asseyez-vous, Mark » m'a-t-il dit en me montrant une chaise en plastique inconfortable tandis qu'il s'installait dans un fauteuil en cuir. C'était une pure démonstration de pouvoir, forçant la victime à littéralement lever les yeux vers lui pendant qu'il parlait. « Aujourd'hui, vous avez prouvé que vous étiez digne de confiance », a commencé Morrison. Mais la confiance est quelque chose qui doit être constamment mise à l'épreuve. Il ouvrit un tiroir du bureau et en sortit une enveloppe. Dans cette enveloppe se trouvent des photos et des documents compromettants sur 3 employés municipaux qui oublient parfois l'importance de notre partenariat, dit-il en faisant glisser l'enveloppe vers moi. Je veux que vous les remettiez en main propre à chacun d'entre eux. Pas comme une menace, bien sûr, mais simplement comme un rappel amical. Je pris l'enveloppe, en gardant l'expression neutre que Mark avait appris à utiliser. Je comprends, monsieur Morrison. Très bien. Oh, et Mark ? Il se pencha en avant. Si jamais vous envisagez de partager ces rappels avec les mauvaises personnes, rappelez-vous que vous serez la première personne qu'ils viendront chercher. Après tout, vos empreintes digitales seront partout. C'était du chantage parfait. Morrison faisait de Mark le complice de ses crimes, s'assurant qu'il ne pourrait jamais le dénoncer sans s'incriminer lui-même. Mais Morrison avait commis une erreur fondamentale. Il avait supposé qu'il s'adressait à quelqu'un qui se sentait impuissant, quelqu'un qui avait été systématiquement brisé au cours des 2 dernières années. Au lieu de cela, il fournissait des preuves directes de ses crimes à quelqu'un qui savait exactement comment les utiliser. Je suis sorti de cette caravane avec non seulement une enveloppe contenant des preuves incriminantes, mais aussi une connaissance complète du mode opératoire de Morrison, des personnes qu'il protégeait, de celles qu'il menaçait et de l'endroit exact où toutes les preuves étaient stockées. En rentrant chez moi, l'enveloppe sur le siège passager, j'ai compris que j'avais franchi une ligne invisible. Je n'étais plus seulement le frère protecteur qui planifiait une vengeance personnelle. J'étais désormais quelqu'un qui détenait des informations capables de faire tomber tout un réseau de corruption. À partir de ce moment, chaque mouvement de Morrison a été documenté. Chaque menace, chaque pot de vin, chaque décision criminelle serait enregistrée et conservée. Morrison pensait avoir trouvé une autre marionnette à manipuler. Au lieu de cela, il avait remis toutes ses armes à l'ennemi. En me garant devant mon immeuble, j'ai vu Mark qui attendait à la fenêtre, visiblement impatient de savoir comment s'était passé mon premier jour en tant que lui. Quand il montrait ses escaliers, il ne serait plus Jake, l'instructeur d'autodéfense qui prévoyait de protéger son frère. Il serait l'homme que Morrison avait involontairement choisi pour détruire non seulement sa carrière, mais aussi sa liberté. Le lendemain matin, je suis arrivé sur le chantier à 7h45, 15 minutes avant l'heure fixée par Morrison. L'enveloppe contenant les preuves de chantage était en sécurité dans ma voiture, mais j'avais quelque chose de bien plus puissant sur moi.
un petit enregistreur numérique caché dans la poche de ma chemise. Morrison est arrivé ponctuellement à 8 heures, descendant de sa BMW avec son arrogance habituelle. Il m'a fait signe d'un geste désinvolte, comme si j'étais un chien obéissant attendant ses instructions. « Mark, j'ai besoin que vous fassiez les livraisons dont nous avons discuté hier, » dit-il en s'approchant. « Et je veux un rapport complet de chaque réaction à votre retour. »« Bien sûr, monsieur Morrison, » répondis-je, en conservant le ton soumis que j'avais perfectionné. Mais aujourd'hui, ce serait différent. Très différent. À 9 heures du matin, Morrison m'a appelé dans la caravane qui lui servait de bureau. C'était l'occasion parfaite. Il a fermé la porte derrière nous et s'est installé dans le fauteuil en cuir, prenant sa position habituelle de pouvoir. « Mark, aujourd'hui, vous avez prouvé que vous étiez digne de confiance, » a-t-il commencé. « Mais je dois m'assurer que vous comprenez parfaitement les conséquences d'une trahison de cette confiance. » Il a ouvert un autre tiroir du bureau et en a sorti un téléphone portable que je ne reconnaissais pas. Ce téléphone contient des enregistrements de conversations compromettantes avec plusieurs employés municipaux, a-t-il dit en faisant glisser l'appareil vers moi. Des conversations dans lesquelles ils admettent d'accepter des pots de vin, dans lesquelles ils acceptent d'approuver des projets sans inspection adéquate. J'ai pris le téléphone, feignant la nervosité. « Monsieur Morrison, que voulez-vous que j'en fasse ?»« Rien pour l'instant, » répondit-il avec un sourire cruel. « Je veux juste que vous sachiez que si jamais vous décidez de me trahir, ces personnes s'en prendront d'abord à vous. Après tout, vous avez eu accès à tout. Qui vont-ils blâmer ?» C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision finale. « Intéressant, » ai-je dit, et ma voix a complètement changé. Le ton soumis a disparu, remplacé par quelque chose de froid et de contrôlé. Parce que j'ai aussi quelques enregistrements. Morrison a froncé les sourcils, clairement déconcerté par le changement soudain de mon comportement. « Pardon ?» Lentement, j'ai sorti le magnétophone de ma poche et l'ai posé sur la table entre nous. Le voyant rouge clignotait, indiquant qu'il avait enregistré toute la conversation. J'ai dit que j'avais quelques enregistrements, ai-je répété en me penchant en avant. Et des photos, et des documents, et des témoins. La confusion sur le visage de Morrison s'est transformée en quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. « Mark, qu'est-ce que tu fais ? Arrête cette blague idiote et... »« Je ne suis pas Mark, » l'interrompis-je, et pour la première fois en 2 ans, je regardai Richard Morrison droit dans les yeux, sans soumission. « Je suis Jake Thompson, le frère jumeau de Mark. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Morrison me regarda comme s'il voyait un fantôme, son esprit essayant de comprendre les implications de ce qu'il venait d'entendre. « C'est impossible, » murmura-t-il. « Mark est chez lui, en train de se remettre de la jambe que vous lui avez cassée et des blessures que vous lui avez infligées lorsqu'il a remis en question vos activités criminelles, » ai-je poursuivi. « Je suis venu ici pour rencontrer en personne l'homme qui a transformé mon frère en une ombre de lui-même. » Morrison s'est levé brusquement, la chaise grinçant derrière lui. « Vous ne pouvez rien prouver. C'est ma parole contre celle d'un employé mécontent et de votre frère criminel qui a envahi une propriété privée. » Je souris pour la première fois depuis que j'étais entré dans cette caravane. « Criminel. » Je pris mon téléphone et lui montrai l'écran. « Il est intéressant que vous utilisiez ce mot, étant donné que j'ai passé les 2 derniers jours à documenter vos opérations de blanchiment d'argent. » Morrison pâlit visiblement. « Vous bluffez. Rodriguez n'était pas ici hier pour une véritable inspection, n'est-ce pas ? » ai-je poursuivi, ignorant son démenti. Il est venu chercher sa part des bénéfices provenant des faux agréments. 50 000 $ en espèces, si je ne me trompe pas. Les yeux de Morrison s'écarquillèrent. Comment pouvais-je connaître ces détails précis ? Savez-vous ce qui est intéressant avec les caméras de sécurité modernes ? Demandai-je en me levant également. Elles ont une résolution suffisante pour lire les numéros de série sur les billets de banque. Et sont suffisamment clairs pour capter les chuchotements. Morrison tenta de se diriger vers la porte, mais je me plaçai entre lui et la sortie. « Où allez-vous ? Notre conversation n'est pas terminée. Écartez-vous de mon chemin, » grogna-t-il, essayant de retrouver son autorité habituelle. « Je vais appeler la sécurité. La sécurité que vous soudoyez pour ignorer les violations du code de la construction. » Je ris à nouveau. Ils sont un peu occupés en ce moment à parler aux agents fédéraux. C'est alors que Morrison comprit pleinement l'ampleur de la situation. Son regard balaya la pièce, cherchant une issue qui n'existait pas. « Que voulez-vous » demanda-t-il, sa voix ayant perdu toute son arrogance précédente. « La justice » répondis-je simplement. « Pour Mark, pour tous les employés que vous avez terrorisés.
Pour tous les habitants de cette ville qui vivent dans des immeubles construits avec des matériaux de qualité inférieure, parce que vous vouliez maximiser vos profits. Je peux payer, dit-il désespérément. Combien voulez-vous? 100 000? 200 000? Ce n'est pas une question d'argent, Morrison. Ça ne l'a jamais été. Je pris l'enveloppe qu'il m'avait donnée la veille et la posai sur la table à côté du magnétophone. Savez-vous ce que cela représente? Demandai-je. La preuve d'une extorsion fédérale. Chaque personne dans cette enveloppe, chaque fonctionnaire municipal que vous avez fait chanter, chaque approbation falsifiée que vous avez achetée. Morrison s'effondra sur sa chaise, la réalité pénétrant enfin son esprit. Vous ne comprenez pas, dit-il, sa voix désormais faible et désespérée. Il ne s'agit pas seulement de moi. Des personnes puissantes sont impliquées. Des personnes qui n'accepteront pas d'être exposées. Des gens comme le maire d'Avison? Demandai-je. Qui a reçu 300 000 $ de travaux de rénovation gratuits dans sa maison privée. Ou comme l'inspecteur municipal Peterson, qui approuve des projets sans jamais les visiter physiquement. Morrison me regarda avec une horreur absolue. Comment avez-vous? Mark n'est pas seulement un comptable, Morrison. C'est un comptable brillant qui tient des registres méticuleux de tout. 2 ans de documentation, toutes les transactions, tous les paiements suspects, toutes les approbations impossibles. Je lui ai montré mon téléphone à nouveau. Et je ne suis pas seulement le frère protecteur. Je suis instructeur d'autodéfense avec des contacts dans le département de police et une ex-petite amie qui travaille au FBI. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place dans l'esprit de Morrison. L'agent spécial Jennifer Walsh, ai-je poursuivi. Elle s'est montrée très intéressée lorsque je lui ai montré des preuves d'un réseau de corruption municipale qui pourrait être lié à des enquêtes fédérales en cours. Morrison a tenté un dernier coup. Si vous me dénoncez, Mark sera également impliqué. Il a signé certains de ces documents. Il pourrait être considéré comme complice. Ce fut mon tour de me pencher en avant, permettant à Morrison de voir exactement à qui il avait affaire. Mark a signé ces documents sous la contrainte, après avoir subi des menaces physiques et du chantage émotionnel, dis-je calmement. Nous avons des preuves médicales des blessures que vous lui avez infligées. Nous avons des enregistrements de vos menaces. Nous avons des témoins de votre comportement abusif. Je pris le magnétophone et l'éteignis. À partir de maintenant, Richard Morrison, vous avez 2 options. Vous pouvez coopérer pleinement avec les autorités fédérales, avouer vos crimes et fournir des preuves contre vos complices. Ou vous pouvez résister et découvrir ce qui se passe lorsque le FBI décide de faire de vous un exemple. Morrison resta silencieux pendant un long moment, prenant conscience de l'ampleur de sa chute. Si je coopère, demanda-t-il finalement, que m'arrivera-t-il? Cela dépendra de votre utilité pour les autorités, répondis-je. Mais une chose est sûre, vos jours passés à terroriser des employés innocents sont révolus pour toujours. À ce moment-là, nous entendîmes des véhicules arriver à l'extérieur. À travers la fenêtre de la caravane, Morrison vit 3 voitures noires se garer sur le terrain. L'agent Walsh est arrivé plus tôt que prévu, dis-je en regardant ma montre. Morrison me regarda une dernière fois. Toute son arrogance s'était évaporée, remplacé par la peur authentique d'un homme qui avait enfin compris qu'il avait complètement perdu le contrôle de la situation. « Pourquoi » demanda-t-il. « Pourquoi n'avez-vous pas simplement appelé la police après qu'il ait été battu ?» Je me dirigeai vers la porte de la caravane et l'ouvris, observant les agents fédéraux s'approcher. « Parce qu'en appelant la police locale, vous auriez simplement acheté votre sortie, comme vous l'avez toujours fait, » répondis-je. « Et parce que les hommes comme vous n'apprennent que lorsqu'ils ont tout perdu. » Morrison était sur le point de découvrir que certaines familles ne se brisent pas lorsqu'elles sont attaquées. Elles deviennent plus fortes. Et plus dangereuses. 2 agents fédéraux entrèrent dans la caravane, suivis par l'agent Walsh. Morrison me lança un dernier regard plein de haine, comprenant enfin qu'il avait été battu à son propre jeu. « Richard Morrison, vous êtes en état d'arrestation pour fraude fédérale, extorsion, blanchiment d'argent et complot, » annonça l'agent Walsh, tandis que son partenaire menottait Morrison. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. Morrison tenta de garder sa dignité, mais lorsqu'ils l'emmenèrent hors du chantier menotté, je vis des ouvriers sortir de leur cachette pour observer la scène. 16 employés différents se sont présentés comme témoins dans les jours qui ont suivi. Le procès a duré 3 mois. Morrison a tenté de prétendre qu'il était victime d'un complot élaboré visant à se venger personnellement, mais les preuves étaient accablantes. Enregistrements, documents, témoins, relevés bancaires. Tout était méticuleusement documenté. Le verdict a été unanime, coupable de tous les chefs d'accusation. 25 ans de prison fédérale, sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. Pendant le procès,
quelque chose d'intéressant s'est produit. Tom Bradley, l'ingénieur qui avait été licencié, est revenu pour témoigner. Lisa Chen a pris l'avion depuis l'État où elle avait déménagé pour échapper à Morrison. Les employés actuels et anciens se sont unis pour s'assurer que Morrison ne puisse plus jamais faire de mal à personne. Mark s'est remis plus vite que prévu. Pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Voir Morrison faire face aux conséquences réelles de ses actes a été profondément salutaire pour mon frère. Tu sais ce qui est drôle, a dit Mark alors que nous regardions les informations sur la condamnation de Morrison. Pendant 2 ans, j'ai pensé que j'étais seul. Que personne ne me croirait contre lui. J'ai souri. Tu n'as jamais été seul. Tu avais juste besoin de te rappeler que tu avais une famille prête à se battre pour toi. 6 mois après l'incarcération de Morrison, Mark a créé sa propre entreprise de construction. Il s'est spécialisé dans la rénovation résidentielle, traitant chaque client avec respect et intégrité. Ses anciens collègues de Morrison Construction l'ont rejoint, créant un environnement de travail basé sur la collaboration et non sur l'intimidation. L'entreprise a prospéré parce que Mark a appliqué tout ce qu'il avait appris sur la manière de ne pas traiter les employés. Salaires équitables, horaires respectueux, tolérance zéro pour toute forme d'abus ou de discrimination. Quant à moi, j'ai continué à donner des cours d'autodéfense, mais j'ai ajouté un programme spécial. Des ateliers gratuits pour les personnes victimes d'abus sur leur lieu de travail. J'enseigne non seulement la défense physique, mais aussi comment reconnaître la manipulation psychologique et comment documenter les preuves en toute sécurité. L'histoire de la chute de Morrison s'est répandue dans la communauté des affaires locales comme un avertissement. D'autres cadres qui utilisaient des tactiques d'intimidation similaires ont commencé à modifier leur comportement. Personne ne voulait être le prochain à faire l'objet d'une enquête fédérale. Rodriguez, le conseiller municipal corrompu, a été démis de ses fonctions et a fait l'objet de poursuites fédérales. Peterson, l'inspecteur qui approuvait des projets sans les inspecter, a perdu sa licence et a fait l'objet d'une procédure civile. Tout le système de corruption qui permettait à des prédateurs comme Morrison d'opérer a été exposé et démantelé. 1 an plus tard, j'ai reçu une lettre en prison. Morrison m'écrivait pour demander pardon, affirmant qu'il avait trouvé Dieu et qu'il voulait faire la paix. Il disait qu'il était repentant et qu'il comprenait le mal qu'il avait causé. J'ai déchiré la lettre sans la finir. Mark m'a ensuite demandé si je me sentais mal de ne pas avoir donné une seconde chance à Morrison. Mark, ai-je répondu, le véritable pardon ne vient pas de lettres écrites en prison pour demander un soulagement émotionnel à ceux qui ont causé du tort. Il vient de changements réels dans le monde. Morrison a eu 2 décennies pour choisir d'être meilleur. Il a choisi d'être un prédateur. Comment sais-tu faire la différence entre un repentir sincère et de la manipulation? Les personnes sincèrement repentantes s'efforcent de réparer le mal qu'elles ont causé, elles ne demandent pas pardon pour se sentir mieux dans leur peau. Cette expérience nous a appris quelque chose de fondamental sur la famille et la protection. Peu importe la puissance de votre ennemi, le nombre d'avocats qu'il a ou les relations qu'il entretient. S'il s'en prend à votre famille, vous trouverez un moyen de lui faire payer. Mais plus important encore, nous avons appris que la véritable force ne vient pas de l'intimidation ou du contrôle. Elle vient de personnes qui se soutiennent mutuellement, qui se battent les unes pour les autres, qui refusent de laisser les prédateurs opérer dans l'ombre. Morrison pensait pouvoir briser Mark parce que mon frère était gentil. Il n'a pas compris que la gentillesse n'est pas une faiblesse. Et il n'a certainement pas compris que s'en prendre à un jumeau, c'est s'en prendre aux 2. Si vous avez aimé cette histoire de justice familiale et que vous voulez voir d'autres histoires sur des personnes qui ont refusé d'accepter l'injustice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parce que je crois que tout le monde mérite une seconde chance, mais que les prédateurs méritent d'en subir les conséquences. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Morrison, il travaillait à la blanchisserie de la prison pour Vincent Deleur. Lui qui avait toujours méprisé le travail manuel, il a découvert qu'il n'était pas au-dessus des tâches subalternes. Mark vient d'acheter sa 2e maison. Une maison où c'est lui qui fixe les règles, où personne ne surveille ses faits et gestes ni ne contrôle ses finances. Et moi, j'ai découvert que protéger ceux que j'aime n'est pas seulement une responsabilité familiale. C'est une vocation. Там у них это самое, с той стороны до вокзала мост делают и только одну полосу открывают. По очереди. Да, поэтому этой стороной ездим, чтобы не стояли. Сегодня, ну, правда, сколько мы сегодня стояли? Минут 15, наверное, там громче. У нас тоже сейчас везде эти ремонты. На Анапу, да.
этот асфальт. Ну, сплошные дырки залатывают, они опять выбиваются. Ну, слово дырки. А еще как повыбивают, вот даже латать, и несколько дней это все стоит с этими дырами. Катаешься. Когда точно. Тут едем в школу. Обходили, обгуляли. Я так понимаю, у вас завтра или когда там ближайшее запланировано посещение зоопарка. Ну, мы-то в Ярославле собрались в зоопарк, но по погоде, не знаю, было что делать. Да, смотря что будет. Угу. Там зоопарк больше, ну, проезд тоже. Уже туда мороза, там не до зверей будет. Ну, или придется пить много, чтобы греться. Ну да. А детей чем греть. Кухом. Женя идет, наверное, да? М? Женя кухом идет. Ну, вот туда не пьет. Миша тоже он сегодня в отеле. 2 кружки сразу. Она делает. У нас на работе будет поставить тоже автоматы. Я с утра приезжаю, подвязка открыть, хоп, стаканчик капучино. Рыночек капучино капает, надо будет гонять красить. А потом сердечко